Et si je vous disais que vous êtes mort la nuit dernière dans votre sommeil, et que votre corps et votre esprit ont été remplacés par une réplique exacte de vous, un clone qui a les mêmes caractéristiques et les mêmes souvenirs que vous? Impossible, répondriez-vous probablement, mais pouvez-vous prouver que cela ne s'est pas produit? Comment le réfuter? Ce n'est pas une tâche si facile, hein? Il s'agit d'une expérience de pensée qui utilise une situation hypothétique, et souvent un peu ridicule, pour nous aider à aborder une question philosophique ou scientifique plus profonde. Cette question est la suivante. Y a-t-il quelque chose en vous qui soit irremplaçable? Si une sorte de clone robotique informatisé remplaçait votre corps, votre esprit et vos souvenirs, ce nouveau vous suffirait-il à tromper vos parents, vos frères et sœurs, votre meilleur ami ou votre partenaire? Ou bien vous manquerait-il un élément vital, invisible et interne, quelque chose qui ne peut être quantifié physiquement? Une autre expérience de pensée concerne les clones, mais cette fois-ci, ce n'est pas seulement vous qui êtes cloné, mais notre planète tout entière. Imaginez qu'il existe quelque part dans l'espace une planète identique à la nôtre. Nous appellerons cette planète Terre jumelle. Sur la Terre jumelle, il y a une réplique exacte de tout ce que nous avons ici sur notre Terre, y compris chaque objet, chaque lieu, chaque organisme, chaque animal et même les êtres humains. La seule différence entre ces deux terres est la façon dont les gens désignent le composé chimique de l'eau. Ici, nous savons que le mot eau est H2O, mais imaginez que sur la Terre jumelle, le mot eau est le composé chimique XYZ. Supposons qu'il y ait une personne sur Terre, que nous appellerons Oscar. Sur cette étrange planète lointaine, il y a aussi un Oscar jumeau, qui agit de la même manière au même moment. Lorsque les deux Oscars demandent simultanément un verre d'eau sur leurs planètes respectives, ils utilisent tous deux le même mot pour demander apparemment la même chose, mais ce qu'ils demandent en réalité sous le mot est complètement différent. Hilary Putnam a imaginé cette expérience de pensée pour prouver que le sens n'est pas dans la tête. Le fait que deux personnes aient la même idée en tête, et que cette idée signifie la même chose pour chacune d'entre elles, ne signifie pas qu'elles se réfèrent à la même chose dans leur réalité physique. Le sens vient de nos mondes extérieurs, autant que de nos mondes intérieurs. C'est un peu comme le chat de Schrödinger, dont vous avez peut-être entendu parler. Lors d'une discussion avec Albert Einstein, le physicien Erwin Schrödinger, lauréat du prix Nobel, a raconté qu'un chat, une fiole de poison et une source radioactive sont placés dans une boîte scellée. Si un moniteur interne détecte la radioactivité, le flacon est brisé, libérant le poison qui tue le chat. Mais comme la source radioactive se désintègre de manière aléatoire, le chat doit être considéré comme étant à la fois vivant et mort. Cette expérience de pensée a été créée pour nous aider à comprendre la mécanique quantique et représenter la manière dont deux particules quantiques interagissent l'une avec l'autre. Tout comme le chat peut être considéré comme étant à la fois vivant et mort avant l'ouverture de la boîte, une particule quantique peut se trouver à deux endroits différents à la fois et agir de manière totalement opposée dans chacun de ces endroits. C'est ce qu'Albert Einstein appelait l'intrication quantique, ou l'action à distance. Bien que nous connaissions l'intrication quantique depuis près de 100 ans, personne n'a encore pu expliquer comment ou pourquoi cette action étrange à distance se produit. Ce mystère ouvre la voie à plusieurs théories, dont l'une des plus fantastiques est la théorie des mondes multiples, que certains soutiennent à l'aide du chat de Schrödinger. Lorsque vous vous tenez au-dessus de la boîte fermée, sans savoir si le chat est mort ou vivant, de nombreux théoriciens du monde affirment qu'à ce moment-là, vous faisiez en réalité partie de deux mondes différents, entre lesquels votre situation était temporairement enchevêtrée, et qu'au moment où vous avez ouvert la boîte pour révéler que le chat était en fait vivant, vous avez été désenchevêtré de ces deux mondes, vous vous êtes détaché du monde dans lequel le chat est mort. Mais cela ne signifie pas que ce monde n'a jamais existé, il est simplement séparé de vous et continue d'exister ailleurs. Personne ne sait où se trouve cet endroit. C'est un peu bizarre, non? Mais c'est encore plus bizarre quand on y réfléchit dans le contexte de sa propre vie. Si vous avez déjà vécu une expérience de mort imminente, la théorie des mondes multiples suggère que vous êtes mort dans un autre monde, et que vous n'êtes resté en vie que dans celui-ci. Pensez à tous les moments où vous avez été pris d'angoisse à l'idée qu'un ami ou un proche puisse être en danger. Peut-être qu'il ne répond pas au téléphone, ou qu'il ne se présente pas à l'endroit prévu. Dans ces moments-là, votre esprit se divise instantanément en deux, une partie étant totalement convaincue que la personne est retenue prisonnière par un meurtrier, et l'autre moitié se rassurant en pensant qu'elle s'est simplement endormie ou que son téléphone est tombé en panne. Selon cette théorie, même si l'être cher s'avère aller parfaitement bien, l'autre monde où il était blessé ou en danger n'était pas qu'une illusion induite par l'anxiété, mais la preuve que vous êtes mêlé à un autre monde réel où l'impensable lui est en fait arrivé. Reprenons notre souffle. Que diriez-vous d'une promenade sur des voies ferrées abandonnées? En arrivant à l'intersection, je ne peux m'empêcher de penser au problème du tramway. Imaginez qu'un train dont les freins ne fonctionnent pas fonce sur ces voies au moment où nous les empruntons. Laissé sur sa trajectoire, il s'apprête à percuter et à tuer 5 personnes. Mais vous, un spectateur innocent, avez accès à un interrupteur qui peut faire dévier le train sur une autre voie, de sorte qu'il ne tuera qu'une seule personne. Pour les besoins de la discussion,
Supposons que ces résultats sont définitifs, et qu'il n'y a pas d'autre solution possible. Vous ne pouvez pas faire exploser le train, ou pousser les gens hors du chemin, rien de tout cela. Par conséquent, si vous ne faites rien, ces 5 personnes mourront, et vous devrez vivre avec le fait que vous auriez pu les sauver. Mais si vous décidez d'appuyer sur le bouton qui dévie le train pour qu'il ne tue qu'une seule personne, votre intervention dans cette situation aura été la cause directe de la mort de cette personne. Que feriez-vous? La réponse la plus courante consiste à détourner le train pour qu'il tue une personne au lieu de 5. C'est le fameux principe du plus grand bien. Mais les choses se compliquent un peu lorsque nous commençons à modifier les variables du scénario. Par exemple, que se passerait-il si tout était identique dans cette situation, à l'exception de la personne que vous tueriez volontairement pour sauver les 5 autres est votre enfant? Les expériences de pensée de ce type sont censées nous apprendre quelque chose sur notre humanité, et les réponses que nous trouvons sont parfois très troublantes. Cependant, toutes les expériences de pensée ne sont pas aussi sombres. Certaines sont amusantes, comme le barbier impossible. Un certain barbier est très pointilleux sur son travail. Il rase tous les habitants du village qui ne se rasent pas eux-mêmes, mais aucun de ceux qui se rasent eux-mêmes. Le barbier se rase-t-il lui-même? S'il rase toutes les personnes qui ne se rasent pas elles-mêmes, alors il doit se raser lui-même. Mais s'il se rase lui-même, alors il ne se rase pas lui-même. C'est assez étrange. Aussi absurde que le barbier impossible puisse paraître à première vue, il a permis d'identifier une faille majeure dans la logique de la théorie des ensembles lorsqu'elle a été créée par Bertrand Russell en 1901. Avant cette expérience de pensée, les théoriciens supposaient que chaque objet, être ou événement, appartenait à au moins un ensemble plus vaste. Par exemple, toute voiture qui existe peut être regroupée dans un ensemble plus vaste comprenant toutes les voitures qui ont jamais existé sur Terre. Selon cette logique, il devrait également exister un ensemble de tous les objets qui ne sont pas des voitures. Cet ensemble comprendrait non seulement tous les autres types de véhicules tels que les bus, les trains et les camions, mais aussi tout ce qui n'est pas un véhicule. Le problème de cette logique est qu'un ensemble de toutes les choses qui ne sont pas des voitures devrait éventuellement inclure un ensemble de voitures, car un ensemble de voitures n'est pas une voiture. C'est l'erreur que Russell a mise en évidence avec l'expérience de pensée du barbier impossible. Un ensemble ne peut pas se contenir lui-même, tout comme le barbier ne peut pas à la fois se raser et ne pas se raser. Cela n'a aucun sens. Laissons de côté les mathématiques et la science, et parlons de l'art dans l'allégorie de la caverne de Platon. L'allégorie commence par la présentation de 3 prisonniers, qui, depuis leur naissance, sont enchaînés face au mur d'une caverne, et n'ont aucune connaissance du monde extérieur. Ils sont incapables de tourner la tête, mais un feu brûle derrière eux, projetant sur le mur de la caverne les ombres de ceux qui passent à l'extérieur. Les prisonniers passent leur temps à essayer de nommer et d'identifier ces ombres, les interprétant comme des parties de leur réalité, la seule réalité qu'ils aient jamais connue. Les choses se compliquent cependant lorsque l'un des prisonniers s'échappe de la grotte et voit enfin la lumière du jour. Le prisonnier se rend rapidement compte, en s'orientant dans le monde, que les ombres que lui et ses compagnons prisonniers interprétaient sur les murs de la grotte ne sont pas des objets réels, mais plutôt des projections de la lumière sur les objets réels. Après avoir développé sa force oculaire, le prisonnier est capable de fixer directement le soleil, dont la lumière est la véritable source sous-jacente qui alimente tout ce qu'il a jamais vu. Le prisonnier retourne dans la grotte, essayant désespérément de convaincre les 2 autres de ce qu'il a vu, et de ce que sont réellement les ombres sur les murs de la grotte. Mais ils ne peuvent pas et ne veulent pas le croire. Ils lui disent qu'il est stupide et l'accusent d'avoir perdu la raison. L'interprétation la plus courante de cette allégorie est qu'elle décrit le sentiment d'être une personne qui réfléchit profondément au monde qui l'entoure et qui essaie d'expliquer ses idées à d'autres personnes qui ne sont pas disposées à changer leurs croyances sur le monde. L'individu moyen est intéressé par la dissection de la vie sous la surface et est très à l'aise dans une vie non examinée qui, selon Platon et Socrate, ne vaut pas la peine d'être vécue. En outre, de nombreuses personnes se mettent en colère ou éprouvent du ressentiment à l'égard de quiconque menace leur réalité superficielle avec une pensée philosophique, des idées complexes, ou même simplement la logique et la recherche scientifique. Il suffit de regarder autour de soi pour constater que cette interprétation est tout aussi pertinente aujourd'hui qu'elle l'était à l'époque de Platon. C'est assez étonnant, et c'est la principale raison pour laquelle cette allégorie est toujours aussi populaire aujourd'hui. En fin de compte, tout ce que nous pensons savoir être vrai et réel dans notre monde n'est peut-être qu'une projection d'une chose mystérieuse et infiniment plus réelle. Une chose que nous n'avons pas encore vraiment comprise. Et si, comme les 3 prisonniers de la grotte, nous n'avions pas encore vu le soleil, seulement ses ombres?